Pour commencer, moi ça fait maintenant bien 2 mois que je prépare cette table ronde et depuis grosso modo la mi-décembre il y a un festival d'annonces chaque jour. Moi dans ce truc-là, moi j'ai fouillé un petit peu sur le net et puis je suis tombé sur un court-métrage et une fausse pub. Alors je vais vous proposer en ouverture tout simplement de regarder d'abord le court-métrage qui est un court-métrage assez rigolo et qui pose la question est-ce qu'on n'est pas en train de vendre son âme au diable avec l'IA, voilà. Bon, vous pouvez applaudir, hein, même si c'est la machine qui a... Enfin, il y a quelqu'un derrière la machine, je vous rassure, mais... donc ce petit court-métrage, il a été fait par un directeur artistique, excusez-moi, plutôt un directeur spécialisé dans l'IA dans une grosse boîte de pub new-yorkaise, qui s'appelle Tyler Cohen. Moi, ce qui m'a intrigué dans ce premier court-métrage, c'est la sensation de raccord, d'ambiance qu'on a entre les personnages et entre les lieux, surtout parce qu'il y a cet appartement et on trouve vraiment... ce qu'on n'avait pas jusqu'alors, c'était souvent des plans séparés, on passait d'une ambiance à l'autre et c'était une sorte de bande démo. Là, c'est plus une bande démo, on raconte une histoire. Il y a un scénario, il y a un vrai scénario, il y a des personnages, il y a une histoire. Bon, bref, on a un film. Alors, c'est pour ça que je voulais vous faire réagir. Et ma première question, c'est est-ce que créer avec l'IA, c'est la liberté totale? Et finalement, est-ce que créer sans contrainte, est-ce que c'est pas un peu flippant? Enfin, voilà. Bonjour. En fait, quand on se retrouve devant une interface comme ça et qu'on peut taper tout ce qu'on veut, c'est incroyable, c'est un sentiment de liberté assez phénoménal. Et puis ça lève les contraintes traditionnelles. Donc il n'y a pas besoin de lieu, de comédiens, d'équipes, de lumière, de matériel. Donc ça, c'est assez fou. En même temps, on travaille avec une IA. Donc cette fenêtre, elle fait une certaine taille. Donc là, on parlait de 200-300 mots. Ça s'appelle la fenêtre contextuelle. Donc il y a un certain nombre de détails que vous pouvez rentrer dans vos prompts. Et aussi, on travaille à partir
d'une matière première. Là, c'est une matière un peu intangible, même si elle est très très tangible au final, parce que c'est les données, c'est le dataset, le jeu de données sur lequel a été entraîné cette IA, qui est opaque aujourd'hui. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'il y a, on sait plus ou moins. Donc c'est ça aussi qui va orienter notre travail. Donc là, par exemple, il a choisi certains personnages qui étaient reconnaissables. Donc Jésus, le diable, et ça sera plus facile à utiliser dans ses prompts pour générer ces images, ces vidéos. Mais ce n'est pas le cas à chaque fois. Donc il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Moi, par exemple, en images, quand je travaille avec... j'avais commencé, c'était il y a 1 an et demi, je testais certaines villes, donc générer des images à partir de textes. Si je voulais faire des villes en Asie du Sud-Est, ça ne fonctionnait pas. C'était des images qui n'étaient pas de bonne qualité. Donc j'étais orientée systématiquement vers d'autres types d'images. Donc il y a des choses comme ça. Et sinon, oui, c'est une liberté assez phénoménale. C'est des outils complètement incroyables. Et ce qu'on a vu, c'est VO2, qui est une IA de Google, donc de texte ou vidéo. À partir de prompts, on génère des vidéos. Et c'est la plus puissante aujourd'hui. Et la qualité est complètement dingue. Théo, peut-être, sur la création et ça, sur cette liberté, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens quand tu... Oui, c'est grisant en fait, d'utiliser pour les premières fois ce genre de logiciel parce que tout est possible, tout ce qu'on a imaginé, on peut le matérialiser d'une certaine manière visuellement. Alors évidemment, c'est pas comme on l'avait imaginé, on a aussi une interprétation de la machine en fonction des concepts et des images sur lesquelles elle a été entraînée. Là, clairement, dans ce cas, le réalisateur a choisi des personnages qui étaient, et des concepts qui étaient très très bien référencés. Donc le diable, Jésus, un appartement new-yorkais, et c'est pour ça aussi qu'il y a une cohérence au long du film. Mais dès qu'on veut toucher à des concepts un petit peu plus compliqués, un petit peu plus niche, là la machine a du mal à avoir de la cohérence au fur et à mesure du film. Est-ce qu'on a vraiment ce contrôle? Enfin, moi, dans la discussion avec Tyler, il y avait une anecdote qui est assez intéressante, c'est qu'à un moment, vous avez vu, il y a Jésus qui promène le chien à 3 têtes dans la rue, et il a son sac rempli d'excréments. Voilà. Et alors ça, la machine ne voulait pas générer ce sac rempli d'excréments. Donc il a dû dire à l'ordinateur, je voudrais un sac rempli de chocolat fumant. Voilà, un exemple. Mais alors, est-ce qu'on est confronté à ça régulièrement quand on crée, Rodolphe? Déjà, je voudrais dire qu'il y a... Le domaine de l'IA est vraiment extrêmement complexe. Là, on parle de prompt to vidéo, donc le jeu de la liberté, le jeu de faire le fait. C'est simplement faire du texte, donc il faut être bon en texte, imaginer comment la machine va le prendre pour que ça réagisse bien, etc. Mais il n'y a pas que ça. Pour pouvoir contrôler ce qu'on fait, il y a aussi de l'image to vidéo et de la vidéo to vidéo. Ça change pas mal de choses. De toute façon, le jeu de la liberté, il n'y a pas ni plus ni moins de liberté. Le fameux truc de dire on fait ce qu'on veut, il n'y a plus de contraintes. C'est blindé de contraintes quand on travaille avec ça, parce que quand on travaille avec de l'IA, et tout ça, on va en découvrir encore de nouvelles, etc. Je ne pense pas que ce soit un changement de paradigme à ce niveau-là, au niveau de la création. C'est plus le fait qu'on est comme un exosquelette à notre pensée, à notre créativité, et qu'on peut se laisser nous-mêmes entraîner par différents choix, papillonner, partir dans tous les sens. Le fait qu'il y ait de la vidéo to vidéo, du texte to vidéo, le truc, c'est que c'est vraiment un changement de paradigme total. Il y a plusieurs sujets importants. Et la liberté de création, de ce qu'on veut faire, c'est intéressant de se poser ces questions éthiques et philosophiques. Mais je pense qu'il faut aussi se poser des questions sur qu'est-ce qu'on veut au final dans ce qu'on a envie de fabriquer, c'est-à-dire qu'il y a un niveau qualitatif. La plupart des gens qui sont à l'AFC ici, les machines, les gens, le travailler en ACES et tout ce genre de choses, on se sent un peu à l'abri parce qu'on se dit c'est très quali, même si on voit ça, ça commence à se dire tiens, il y a des trucs faisables, c'est regardable, mais on est très loin de ce qu'on peut faire avec un comédien, avec une belle caméra, avec un bel objectif. Mais les gars, ça la semaine prochaine, dans 15 jours, dans 10 jours, c'est au point, quoi. Donc, oui, enfin, la liberté, il y a quand même là, il fait un court-métrage en 5 jours, parce qu'il l'a fait en 5 jours, chez lui, dans son appartement. Il y a des effets spéciaux partout. C'est l'exemple un peu du film de super-héros, c'est une sorte de mini-film de super-héros, d'une certaine manière. Mais après, on va voir un autre exemple beaucoup plus terre-à-terre, mais en tout cas, on peut quasiment tout faire. Alors, Nicolas, toi, tu l'utilises aussi, mais est-ce que... Oui, bonjour. Alors moi, en fait, d'une part, j'essaye de travailler essentiellement avec les gens qui créent les modèles. C'est-à-dire que je ne suis pas comme un user habituel. Non, mais c'est-à-dire que j'essaye d'aller à la source et d'essayer de voir comment on peut... Parce que j'arrive avec des idées précises.
Et donc ça c'est très intéressant, le processus de travailler avec les gens qui créent des modèles, de voir comment on peut les faire évoluer, comment on peut les hybrider avec d'autres modèles, etc. Comment on peut générer des erreurs très intéressantes avec ces modèles, etc. Et après, moi, je suis en train de faire un film où l'idée de départ, c'était de prendre 2 actrices, et pendant le film, elles s'échangent leur voix. Donc on avait fait des essais sur des choses assez courtes. On était plutôt impressionnés, parce que c'est un travail que je fais avec un artiste qui s'appelle Philippe Areno. On avait déjà refait la voix de Marilyn Monroe il y a 10 ans, mais sans AI. Et en fait, on s'est très vite tapé sur l'idée, sur l'ennui, en fait. C'est-à-dire qu'un acteur généré par une AI, ça marche. Les 30 premières secondes, on trouve ça absolument merveilleux, fantastique, etc. Et au bout de 2 minutes, il y a une routine qui s'installe et on s'ennuie très très vite. C'est l'uncanny valley du son, quoi. Hein ? C'est l'uncanny valley du son. Exactement, c'est exactement l'uncanny valley du son. Mais l'uncanny valley en général, parce que même moi, pour moi, ces images-là... C'est pareil, j'allais dire, c'est pareil sur l'image. Ça marche parce que c'est ça marche truc, quand tu le vois, voilà. Puis quand tu vas tourner, que tu vois que ce genre d'image, il y a toujours quelque chose qui coince. Mais Voilà. les gars, à la vitesse où ça avance... À la vitesse où ça avance, c'est vrai, on peut se poser la question. Mais en tout cas, pour l'instant, tout ce qui est l'uncanny valley, c'est la confrontation réelle, en fait. Ça pose problème. C'est-à-dire que dès que ça reste sur un langage... C'est vrai, c'est vrai. Clos, et effectivement, tant qu'il n'y a pas de sémantique, c'est aussi simple, mais dès qu'on veut mettre de la sémantique ou dès qu'on veut vraiment mettre du réalisme ou de la sensation de réalité, c'est compliqué. Pour moi, comme personne qui travaille, j'ai jamais utilisé des sons de sonothèque. Je vais toujours à la source, je vais toujours enregistrer tous mes sons, les fabriquer, etc. Donc pour moi, déjà, aller utiliser des choses comme ça, c'est pas possible. Je dis pas que c'est pas bien, c'est juste que moi, ça marche pas. Donc je vais aller voir des gens qui font de l'AI, on va inventer des modèles ensemble, on va travailler sur des idées précises, mais utiliser des choses lambda comme ça, pour moi, c'est très compliqué. J'ai l'impression que je peux pas cette matière va pas m'appartenir vraiment. À la fois, c'était pas l'idée de commenter forcément le Non, film. mais Moi, c'était plus une question générale, et cette question de liberté, mais peut-être je la reposais à Théo, c'est où s'arrêter, parce qu'avec cette histoire, on ne sait pas où s'arrêter. Et est-ce qu'on n'a pas cette sensation de dire on peut toujours faire mieux ? Oui, on peut. Déjà, on se heurte souvent aux limites, on va dire, de censure du modèle. C'est-à-dire tous les modèles en libre accès, ceux qui ne sont pas locaux, ont une censure assez sévère. C'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout faire de nudité, on peut souvent faire de gore, il y a plein de sujets qui sont proscrits. Donc voilà, déjà il y a une limite de censure énorme. Et en tant que créateur, c'est difficile déjà de se heurter à ça. Après, la limite, la contrainte, c'est ce qui nous permet aussi de travailler, de penser et de penser un film. Sans contrainte, on peut générer des heures. C'est un peu comme tourner un documentaire sans avoir d'idée de ce qu'on veut faire. Juste en suivant, on peut générer des heures et des heures de footage. On peut tout matérialiser, mais ça a des inconvénients parce que pour en faire quelque chose, il faudra vraiment bosser au montage après. Donc ça a été fait seulement avec VO2, et donc vous rentrez un texte, ça génère des images, des vidéos, ça en génère 4, et donc à chaque fois vous avez 4 possibilités, et vous allez choisir, vous allez faire un travail de curation et dire tiens c'est celle-là que je vais garder, ou recommencer et peut-être modifier le prompt pour arriver à un résultat plus précis. Donc en fait, quand on se retrouve avec autant de choix, on peut générer des tonnes et des tonnes de petites vidéos de 8 secondes, en fait, lesquelles est-ce qu'on choisit. Et c'est ça où à un moment c'est difficile de s'arrêter parce que ça envoie vers des pistes assez nouvelles aussi. Il y a tous ces hallucinations de l'IA qu'on retrouve un petit peu moins maintenant parce que ça commence à être à maturité, mais qui étaient hyper intéressantes et du coup qui nous emmenaient sur des pistes complètement nouvelles. Et juste pour la partie sur le caca de chien, en fait, il y a des mots qui sont interdits, ça s'appelle les banned words. Et donc il faut trouver des sortes de paraphrases pour essayer de trouver des façons de contourner les limites du modèle. Donc c'est assez sympa. Moi j'ai beaucoup travaillé comme ça en essayant de générer tout ce qui est interdit, ou sinon passer par d'autres IA pour essayer ou commencer par une image peut-être ici pour avoir ça. Donc c'est très créatif en fait. Mais est-ce que la censure c'est une contrainte ? Je sais pas, j'aimerais bien avoir des contraintes mais pas de censure. Voilà. Ouais, moi j'avais juste une petite chose justement qui peut faire le lien avec toi, c'est
J'avais travaillé sur un album de musique où on avait avec un acteur qui avait une voix, le Johan Lesson, qui était un ami qui avait une voix absolument incroyable. Donc on avait fait le modèle de sa voix. Et Johan est décédé, et donc du coup, ce groupe de musique se demandait s'il pouvait continuer d'utiliser. Donc on est allé voir sa femme, et on lui a dit voilà, est-ce que ce modèle de voix, on a envie de continuer à faire vivre Johan dans les prochains albums, est-ce qu'on a le droit de l'utiliser? Elle nous a donné l'autorisation. Donc on ne l'a pas encore fait, mais c'était très vite, je me suis retrouvé dans des situations un peu embarrassantes, quoi, où je ne savais pas quoi faire de la voix du modèle de la voix de mon ami. Voilà. Oui, alors c'est un peu le paradoxe, l'IA, c'est qu'on est à la fois un espace de liberté, on va dire, on a l'impression d'avoir un espace de liberté créatif, mais il y a effectivement, et moi je vais répondre du point de vue juridique, c'est pas un espace totalement illimité, il y a effectivement malgré tout une réglementation, des réglementations. Et donc les premières, elles sont effectivement celles que tu évoquais, où on ne peut pas forcément trafiquer toutes les voix, reprendre les visages de personnes connues ou inconnues sans avoir les autorisations préalables. C'est là où en fait, voilà, on touche tout de suite à la question ou aux questions juridiques. Donc c'est à la fois un espace de création, mais aussi un espace où on doit s'auto-réguler parce que on ne peut pas forcément tout faire. Il faut s'assurer qu'on ait les autorisations. Et là, on touche à un autre débat qui est celui donc, déjà des datasets. C'est-à-dire, est-ce que les datasets sont nettoyés, sont propres? Sur ce point-là, on ne le sait pas encore. Et donc, chaque artiste, j'ai envie de dire, ou chaque créateur qui s'empare des outils d'IA, aujourd'hui, se retrouve à faire le juriste. Hein, le petit juriste un peu tout seul, ou aidé, mais à se poser des questions. Est-ce que je peux le faire, pas le faire? Ouais. À qui je dois demander l'autorisation? Chez MacGuff, justement, quelle est votre politique là-dessus? Le sujet, il est énorme, etc. Parce que là, on parle de dates d'utilisation de large langage modèle qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire qui sont dans le cloud. Les mecs vendent des abonnements et on peut travailler dessus. À MacGuff, comme pas mal d'autres sociétés, je suis un peu comme toi, on va travailler nos propres modèles et fabriquer nos propres datasets. En plus de ça, mais principalement nos propres datasets. Et on travaille aussi à des dispositifs où on peut se passer de datasets, parce que l'intelligence artificielle arrive à le faire. Typiquement, rajeunir quelqu'un, la méthode la plus simple, c'est de piquer plein d'extraits de films, d'interviews du comédien jeune, si j'ai la chance d'avoir ces images, mais ça pose un problème de est-ce qu'il est clean ou pas le dataset qu'on va avoir. On peut le clearer, on peut faire des choses, c'est très bien. On a développé des méthodes qui permettent de rajeunir quelqu'un de manière générique, d'accord, sans avoir besoin du dataset, qui nous enlève un clou dans le pied, une difficulté qu'on peut faire. Si on doit vieillir quelqu'un, par définition, le dataset n'existe pas, donc il a bien fallu qu'on développe des outils qui sont capables de le faire, et là c'est hors dataset. Et puis il y a les datasets qui nous appartiennent. Et puis surtout, vraiment, il y a cette dichotomie entre tous les modèles qui sont sur Internet, les grandes majors qui peuvent l'avoir, et tous les modèles, et c'est possible. Et c'est possible, même des modèles assez gros, de les avoir en interne, même pour un particulier, je pense, globalement. En tout cas, pas par une société qui est énorme. Et puis surtout, ça permet de ne pas avoir ces fameuses contraintes quand on forme ses propres datasets et qu'on fait ses propres entraînements, de sortir des limites. Moi, j'ai le même cas de figure. J'aime bien les zombies. En ce moment, je veux prouver des trucs. Et si je me fais sur Runway, par exemple, qui est un des grands modèles que je veux balancer, même des images en parlant de zombies avec des gueules bien explosées, il ne va pas vouloir me le faire. Par contre, si je vais aller sur Clink ou Minmax, qui sont des Chinois, là c'est la fête à deux nœuds et je peux y aller à fond, avoir même un bébé qui va avoir la gueule explosée et qui va avancer. Et puis moi j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui décide de manière morale ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Sinon on arrive à des trucs complètement cons. On finit par avoir des nazis noirs en train de circuler dans des rues pour des reconstitutions dans les années 40, quoi. Par rapport à ça, il y a des moments où ça devient même assez compliqué. Par exemple, sur le film de Hugo Bienvenu, là, sur lequel je travaille, on avait fait des tests avec un ami, Pierre Lanchantin, qui justement fait des modèles text-to-speech, enfin plein de modèles de voix. Et du coup, on avait gardé la prosodie des acteurs et juste mettre la texture, par exemple. On s'était amusé, c'est des personnages de robots. Donc on avait gardé la prosodie des vrais acteurs et on s'était amusé à mettre les textures de Charles Denner, de Jean Bouys, de Général de... Voilà. Donc là, tout d'un coup, c'est des hybridations entre du jeu et de la texture. Donc là, ça commence à devenir compliqué de savoir où est la limite en fait éthique là-dessus. Alors on l'a pas fait évidemment,
Mais on les a toutes et on s'est bien marré à les faire, mais maintenant on a décidé avec la production que c'était dans un moment c'était un peu plus compliqué, voilà. On ne savait pas trop quoi faire avec. Oui, alors il y a les limites éthiques, il y a les limites juridiques aussi. Tout dépend donc ce que les personnages utilisés, mais alors il y a à la fois des artistes-interprètes potentiellement, donc ceux qui avaient donné leur voix, donc il faut voilà, ils avaient donné leur autorisation, mais pour les personnages qui sont décédés, alors il y a deux possibilités. Si ce sont des acteurs, leur interprétation peut être aussi encore protégée par le droit voisin du droit d'auteur, donc ça veut dire qu'il faut aussi demander une autorisation, et quand c'est pas des artistes-interprètes, on a aussi quand même un droit personnel, là c'est plus le droit d'auteur qui intervient, mais c'est le droit civil où chaque personne dispose sur sa voix, sur son image, un droit qui lui est propre, alors qui en principe en droit français s'éteint avec la mort de la personne, donc on pourrait dire qu'une fois qu'elle est décédée, j'ai le champ des possibles. C'était le cas avec Ardisson sur son programme avec effectivement l'Hôtel du Temps que vous avez fait. Sur l'Hôtel du Temps, en fait, désolé, juste une seconde, mais avec Thierry, il a demandé à des avocats de bien checker, etc. J'étais étonné de savoir qu'on avait parfaitement le droit de faire revivre n'importe qui à partir du moment où il est mort. On ne peut pas lui faire dire ce qu'on veut. Attention, en France, parce que par exemple aux États-Unis, le droit à l'image sur les personnes n'est pas tout à fait le même. Il est géré différemment d'un État à un autre. Et vous n'avez pas forcément la même liberté avec Marilyn Monroe qu'avec Robin Williams. Voilà, on peut se retrouver dans des contraintes où il faut encore aller le monnayer ou demander l'autorisation. Mais en France, c'est un vide juridique ou c'est une volonté? Non, ce n'est pas un vide juridique. Alors attention, petite précision, sur le droit à la voix, le droit à l'image, c'est effectivement un droit qui s'éteint avec la mort de la personne. Les héritiers ou les ayants droit peuvent néanmoins venir vous embêter si, en utilisant l'image ou la voix de la personne, vous leur causez un préjudice qui leur est propre. C'est-à-dire qu'il faut qu'eux aient un préjudice. Donc, a priori, il y a un espace de liberté qui est plus grand. Maintenant, si c'est un artiste-interprète dont vous reprenez la voix ou l'image, la difficulté, ça va être, et c'est du cas par cas, de se positionner pour savoir si c'est dans le cadre d'une interprétation qui pourrait être encore protégée, puisque le droit à l'interprétation, c'est 50 ans à compter de la première publication. Voilà. Mais là, on parle d'œuvres qui utiliseraient effectivement des gens. Mais là, par exemple, le film qu'on vient de voir, qui a droit d'auteur sur ce film? Alors, on a une petite évolution. Il y a encore quelques mois, je vous aurais répondu que dans la plupart des États, on avait un consensus qui était qu'une œuvre exclusivement générée par un système d'intelligence artificielle générative ne peut pas permettre à son auteur d'avoir des droits d'auteur, parce que ça, c'était le consensus qui a été adopté aux États-Unis. On a des décisions en Chine, en Europe aussi, qui sont venues donc se positionner là-dessus. Et là, on a une petite, on va dire, évolution vers une reconnaissance potentiellement d'une possibilité de protéger une œuvre générée par une GENAI par le droit d'auteur. On a le bureau du copyright américain qui a en fait publié il y a 10 jours un rapport sur les conditions de protection et il est venu en fait dire que alors sa position, c'est de considérer qu'un prompt ce n'est pas protégeable en soi parce que ça relève des idées. Et en général, dans tous les systèmes juridiques de droit d'auteur, on considère qu'une idée n'est pas protégeable, elle est librement appropriable par tout le monde. Mais plusieurs prompts, une combinaison de prompts, peuvent générer effectivement un contenu qui serait protégé. Pour autant, et ça c'est ce que dit le bureau du copyright, il faut qu'en fait vous arriviez à démontrer une créativité humaine significative. C'est-à-dire qu'en fait, dans les systèmes aussi de droit d'auteur, on considère au départ que peut être auteur d'une œuvre qui est protégée une personne physique. Donc c'est pour ça qu'on considère que un moteur, une machine ne peut pas être auteur. Mais à partir du moment où l'homme et le créateur humain est en capacité de démontrer que les prompts, c'est lui qui les a initiés avec un apport créatif, pourquoi pas? Et ça résulte d'un litige aux États-Unis où on a un artiste qui s'est vu refuser une protection et donc il a fait appel, donc l'affaire est en cours, mais il a démontré qu'il avait, pour réaliser donc un tableau, il avait opérer 624 prompts et que donc la combinaison de ces prompts, c'était sa créativité, sa patte. Donc il y a une petite évolution, mais
c'est un début, hein, alors, c'est un tout début. Moi, je voudrais parler. Enfin, revenant là-dessus, il y a un truc qui est très intéressant, c'est les artistes eux-mêmes qui utilisent les modèles pour plus dans l'idée de l'intelligence augmentée. C'est-à-dire que moi, je travaille avec des compositeurs, notamment avec une société qui s'appelle Bronze AI, qui est à Londres. Et je travaille avec deux artistes, Arca et J. Paul. Et eux, en fait, ils s'amusent, grâce à Bronze AI, à créer des modèles qui permettent des variations musicales. C'est-à-dire que vous arrivez avec un morceau, la personne avec qui vous travaillez, qui crée le modèle, essaie de comprendre comment vous pensez la musique. Et donc là, il y a un peu de sémantique dedans. Et donc, du coup, on va créer un modèle basé sur la manière dont vous faites des associations d'idées, des choix de tempo, des choix musicaux, enfin, on va dire, de manière générale. Et du coup, vous êtes capable ensuite de générer un modèle qui va prendre votre morceau, par exemple, et va vous en faire 200 versions, 300 versions différentes. Et du coup, là, tout d'un coup, les artistes vont réécouter ça, analyser et donc déjà affiner le modèle. Une fois que le modèle est affiné, ils vont utiliser ça comme base de travail. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher différentes parties générées par le modèle et ils vont construire un morceau à partir de ça. Donc, et ça, je sais qu'il y a des artistes, notamment Philippe Areno, avec qui je travaille beaucoup aussi, qui utilisent maintenant aussi beaucoup des AI dans son propre travail plastique, en écrivant des prompts, etc., et en utilisant les prompts, enfin les résultats, comme des bases de réflexion. Donc je veux dire, il y a aussi cet aspect intelligence augmentée, on va dire, plus que artificielle, dans l'état d'esprit, qui, à mon avis, est aussi très intéressante pour les créateurs. Mais alors, quand vous créez quelque chose, enfin une œuvre, une photo ou une installation, Caroline, et que vous utilisez un de ces moteurs, là, par exemple, on a cité Veo, mais ça peut être autre chose, est-ce qu'il n'y a pas une petite ligne dans le contrat d'utilisation de Google qui stipule que finalement ce que vous créez avec l'outil demeure la propriété du moteur? Ça dépend des IA, et puis aussi, c'est pas une petite... il y a beaucoup de lignes qu'on a tendance à pas lire quand on commence. Malheureusement, quand j'ai commencé il y a 2 ans, j'ai pas tout lu. Et en fait, donc, pour préciser, il y en a un par exemple que j'utilise qui s'appelle Midjourney et qui dit que donc, mon processus créatif aussi peut être vendu à des partenaires extérieurs. Donc voilà, c'est cette petite ligne que j'ai lue un petit peu plus tard qui m'a posé problème. Donc j'ai demandé des informations là-dessus, j'ai pas eu de nouvelles. Donc je sais pas, il y aura peut-être un procès bientôt. Je vais me rapprocher de personne à la gauche. Faire gaffe à ça, par exemple Midjourney, par exemple Netflix a priori est ok de travailler avec Runway encore. Parce qu'il y a ce truc, mais n'accepte pas Midjourney pour faire des images. Oui, ça doit tourner autour de ça, des ententes, de faire attention. Oui, ça dépend vraiment des modèles. On n'a pas. Et tu avais une autre partie dans ta question Non, c'était cette question toujours sur le droit d'auteur. Enfin voilà, est-ce que ça peut pas être récupéré par la... Et ça militerait peut-être justement ce qu'on disait pour cette solution de l'open source et du fait qu'on puisse créer son propre modèle. Il n'y a pas que l'open source. Hein, on a globalement de l'open source. Tu peux aussi travailler toi-même vraiment avec tes petites mains, développer des trucs et puis utiliser. Local, on va dire. On va dire local contre pas local. Ouais. Puis après, ça dépend des lois de chaque pays. Donc chaque plateforme se dédouane en disant que voilà, pour eux c'est OK, mais après c'est à voir en fonction du pays dans lequel vous travaillez. Et en fait, en vrai, c'est extrêmement hybride ce qu'on va sortir et ça devient jouable de contrôler, de savoir si... une des peurs, par exemple, que peuvent avoir des grandes plateformes, c'est d'être sûr que les travaux qu'on va faire continuent de leur appartenir. D'accord ? Mais que c'est extrêmement hybride. Si le même film, le mec, il l'avait fait en full 3D, avec ses petites mains, à force de travail, et qu'il faisait des trucs réalistes, il va utiliser de toute façon des outils qui seront de l'intelligence artificielle, qui sera de l'intelligence artificielle symbolique, des systèmes experts qui sont déjà dans des systèmes et pas du deep learning, comme c'est utilisé là. Donc, en faisant de la 3D, en faisant de l'anime, il l'aura fait. Le mec, il n'aurait pas le droit de revendiquer son film. Donc, je pense que ça va changer très rapidement. Le mec qui a fait ça, c'est à lui, c'est son œuvre. Je veux dire, il n'y a aucun doute là-dessus. Et ça ne va pas durer très longtemps. C'est intenable, sinon, de toute façon, globalement. On est à mi-parcours. Moi, je vous propose donc de voir un deuxième petit film. Je ne sais pas s'il y a des réalisateurs de pub dans la salle, mais bon, c'est bien sûr pour vous. Et c'est pour aussi toutes les équipes de tournage, vous allez voir ça. C'est une fausse pub Porsche qui a été fabriquée donc, par un coloriste qui s'appelle Laszlo Gál, qui est hongrois et qui travaille... entre les États-Unis et l'Asie. Et il m'a envoyé donc le fichier en bonne qualité, parce que normalement on est obligé de le regarder sur YouTube. Et je vous laisse le découvrir. Vous allez voir, il y a la pub et après il y a le making-of.
Pedro always had a flexible neck, just like his father and his very curious grandfather. All of the men from the Pisanos had this gift. This talent earned them fame in the village, even if it might not have been completely true. At 18, Pietro became a tennis judge, which was at least safer than his cousin doing neck tricks at the local circus, and less tiring than his nephew. Well, never mind. Older women were just laughing about it. Younger women were curious, naive, and idolizing. Many people argued about how the Pisanos did it. Some suspected special exercises. Some talked about genetics. But what no one knew is that the street in front of the Pisanos led to the home of Herr Weber, who in his adventurous years made his fortune by importing alpacas to Germany. But this would be an entirely different story. After retiring in Italy, through all the decades, he kept buying the best sports cars available from Gianni, who became a friend until the very end. When Weber went for a spirited ride, he did it right in front of the Pisanos' house. Porsche, turning heads for generations. When I'm thinking about Porsche, I'm thinking about raw emotion. That's why we took the story of the Pisano family and their legendary flexible necks. This tale perfectly captures what we wanted to convey, how Porsche has been part of families' lives for generations, creating memories and even local legends. We knew we had to bring it to life in the heart of Lombardy, so we went to this beautiful little village where every stone and narrow street tells a story. The challenge was capturing that perfect blend of Italian village life, family legacy, and automotive passion, even if this sometimes caused stress. Casting was essential. We needed actors who could portray 3 generations of the Pisano family, 3 generations of the dealer Gianni, and of course Herr Weber, the mysterious German nobleman with his collection of Porsches. The scenes in Peru were extremely fun to shoot. Working on the terrain was very challenging but rewarding. The natural light was a cinematographer's dream. We could push the Ariel X35's dynamic range to capture the landscape perfectly. When the sun shines through the clouds over the highlands, that's the kind of moment you dream about as a filmmaker. The alpaca herd were managed by Alejandro, who did a great job. This wasn't just a commercial, it was a celebration of human achievement both in front of and behind the camera. Looking back at those 6 weeks, seeing our 120-person crew working in perfect harmony across challenging locations, capturing the characters and these state-of-the-art cars with the state-of-the-art camera equipment, cranes, gimbals, robotic arms, FPV drones, this is what filmmaking is all about, always pushing the limits. In the end, this is the story about connection between families, communities, and their shared passion for extraordinary machines. That final reveal, when we understand why the Pisano's necks are so flexible, it brings together everything that makes a great story. Humor, heart, and the perfect twist. Bien sûr, vous êtes étonné parce que vous allez dire, bon, alors pourquoi ils ont fait un making-of après s'il laissait tourner entièrement en IA? Donc bien sûr, tout est fabriqué entièrement sur Google VO2. Hein. Le seul plan qui a été tourné pour de vrai, c'est le plan où Laszlo parle à la caméra. C'est le plan du making-of où il explique, et c'est un des derniers plans du film, et avec beaucoup d'humour, qu'il a fallu avoir recours à toutes ces machines et tous ces talents pour faire ce film. Théo, est-ce que pour toi c'est la fin je dirais pas la fin du cinéma, mais en tout cas la fin du travail en équipe? Parce que quand on voit ça, on se dit, bon voilà, il a pris 3 semaines pour faire ce petit film, tout seul chez lui. Non, je pense pas du tout que ce soit la fin de travail en équipe. Je pense que le film est très bien réalisé, il a très bien fait, il y a une super DA, il y a un vrai travail d'écriture, il y a de l'humour. Non, vraiment, c'est très bien fait, il y a plein d'images, bon, à part celle avec les caméras, bien sûr, on remarque même pas que c'est de l'IA, mais il a utilisé, on va dire, la formule magique des films en AI, c'est-à-dire un patchwork d'images avec une voix off, avec une narration sans, on va dire, continuité d'un personnage à un autre. Voilà, c'est vraiment une manière de raconter une histoire et c'est celle qu'on voit le plus se répercuter parce que voilà, c'est ce qui est le plus facile à faire. Parce qu'on n'a pas le choix pour l'instant pour faire ce genre de truc, mais encore une fois, là, quand je disais, là, je ne sais pas à quel point il le fait à base de prompt ou d'image to vidéo, ce genre de choses, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer. Je pense que l'année qui va arriver là, c'est qu'au niveau quali, les IA seront capables de faire des choses bien, mais pas complètement
Là, on parle de trucs où on est complètement libre, on a un Dieu qui crée toutes les images, mais vraiment, il va y avoir du travail, et que le travail de tous les gens qui sont ici est de pouvoir récupérer des images, les transformer, les améliorer, c'est-à-dire de faire de la vidéo to vidéo. Pour l'instant, il y a peu de sociétés qui proposent, qui arrivent à le faire. Ça sera la prochaine grande nouveauté, quoi. Je veux dire, de la façon de travailler plus que du prompt engineering pur, je pense, dans l'avenir. C'est vachement important et c'est plus directement lié au travail que les gens vont faire ici, quoi. Tout à fait. Il y a des techniques qui se développent qui ne sont pas encore broadcast aujourd'hui, qui permettent de modéliser un visage, de pouvoir l'appliquer sur telle image, et puis ensuite de générer une vidéo avec l'image générée. Enfin, la continuité va arriver très rapidement, c'est sûr. C'est le contrôle, de toute façon, c'est le contrôle en général. C'est difficile de contrôler l'intégralité d'un film avec juste du prompt. Et puis il y a autre chose qui va arriver, la capacité à faire des images vraiment beaucoup plus, de plus en plus souvent en temps réel. C'est-à-dire qu'en IA, on va se retrouver en situation comme quand on est sur un tournage, sur un plateau, où on va demander à un comédien, déplace-toi un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Il fait, répète numéro 1, 2, non, on fait ça, on change. Et on va travailler comme ça de plus en plus. Ça va arriver cette année, même en vidéo, d'arriver à le faire assez vite. Je crois que tu as déjà des outils en image fixe que tu peux travailler comme ça. Et c'est un changement de paradigme, au sein même du changement de paradigme de l'IA, de comment on travaille, on va faire des choses. Ah, du coup, ta question, mais vous ne répondez pas à ma question. Voilà, c'est la fin du travail en équipe. Mais... Non, mais sur le fait de travailler ensemble, c'est ça, de travailler en groupe. Oui, c'est quand même le 7e art, c'est ça, c'est le travail en équipe. Oui, mais il y a eu une dizaine d'années, pour plein de questions, il y a plein de gens en son qui ont créé leur studio. Et ils sont vraiment beaucoup ennuyés. Et là, on voit maintenant de nouveau un regroupement, c'est-à-dire des gens qui étaient en capacité de faire l'intégralité de leur travail seuls. Mais c'est hyper chiant, en fait. C'est hyper ennuyeux. Et donc, finalement, tous ces gens-là sont en train de se regrouper dans des structures juste pour être ensemble et pour pouvoir partager, réfléchir. C'est aliénant. C'est beaucoup... Enfin, c'est évident, quoi. C'est hyper aliénant de créer un film comme ça, en l'ayant fait pour divers concours. Au bout d'une semaine, après avoir passé 15 heures par jour tout seul ou avec très peu de collaborateurs à créer des images, je pense qu'on part totalement en dépression. Si je peux permettre, c'était répondre en partie à ta question, le fait de faire ça. Quand on fait du vidéo to vidéo, qu'on travaille pas seulement avec du prompting pur et dur, on travaille avec une équipe. On fait juste de l'augmentation des capacités habituelles de travail. Et quand on dit, on pourra mettre de la continuité, ce genre de choses, mais avant d'avoir aussi des jeux de comédiens, la subtilité qu'ils peuvent avoir, il y a ça aussi, l'humanité que ça peut apporter, les pétages de plomb ou les improvisations que peuvent faire des comédiens, avant de l'avoir vraiment avec une IA, c'est pas tout de suite, mais c'est pas non plus dans 5 ans. Oui, c'est pas des outils collaboratifs en fait. C'est pas quand vous êtes sur cette interface, c'est fait pour qu'il y ait une personne qui rentre des prompts seule et qui finalement puisse mener un projet à bout entièrement. Et pour revenir là, en fait, VO2, c'est fou à quel point ça s'est développé, parce que j'étais chez Google, c'était en octobre 2023, et ils sortaient leur premier modèle vidéo, et ils rigolaient à moitié tellement c'était nul, franchement, et c'était affreux, et on ne savait pas que là, en quelques mois, tout allait être complètement disrupté. Donc d'ici 1 an, en fait, vous pourrez peut-être faire juste un film en disant, voilà, fais-moi, moi, en train dans cet espace-là, par rapport à mes photos de ça, et puis ces films-là que j'aime bien sur Netflix, et crée-moi un film. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être même aller anticiper plus loin, de comment ça change nos processus de création, mais comment ça va changer sociétalement notre rapport à l'image, à la façon dont on regarde des films. Et peut-être que et qui les fait. Est-ce que ça sera toujours les mêmes personnes? Est-ce que ça sera complètement démocratisé? Est-ce que ça sera pseudo-démocratisé où on aura l'impression de faire des films, mais en fait, ce sera ces grandes plateformes qui capteront des données et qui, à partir de ça, vous feront voir ce que vous voulez voir? On ne sait pas, mais ça avance et ça avance très très vite. Non, je voulais aussi moi remettre ça en prenant un peu de distance, en disant que moi, dans ma pratique de tous les jours, l'AI c'est un outil. Et j'ai vraiment, c'est cette idée de James Cameron, c'est-à-dire que les techniques mixtes, c'est vraiment ça qui nous permet de... C'est-à-dire que quand j'ai un travail à faire, je vais à chaque fois essayer d'analyser quel est le meilleur outil pour arriver au meilleur résultat, et de savoir que la variation des outils et le fait de mélanger à chaque fois plusieurs technologies, ça va être aussi beaucoup moins lisible pour le cerveau des gens qui vont regarder.
Donc je pense que le tout AI ou le tout, quelle que soit la technique, c'est toujours un danger. Ouais, et c'est vrai que du coup, ça, ce sont des images entièrement générées en AI, mais on peut aussi, on va dire, upscaler des images qu'on a tournées, on peut changer les décors, on peut agrandir les décors, on peut changer certains éléments. Faire du transfert de style. Voilà, c'est ça. On peut rendre le visage de quelqu'un totalement monstrueux, avoir comment dire, des possibilités en fait, qui ne sont pas juste la création entière. Et aller modifier des petites touches dans ce qu'on a déjà fait. Donc pour moi, le travail en équipe va continuer d'exister. Parce qu'on aura besoin de ça. L'outil, nous, qu'on a depuis un an ou deux qui est absolument extraordinaire, c'est le fait qu'il y a tellement de modèles de voix qui ont été générés que maintenant c'est très facile. Vous mettez un contenu avec beaucoup de bruit, une voix, et c'est très facile d'isoler complètement la voix. On arrive à commencer à faire du démixage, on commence à arriver à enlever des reverbs. Enfin, il y a plein d'outils comme ça qui sont toujours absolument formidables, mais qui sont une petite partie du travail. Voilà. Donc là-dessus, il y a eu des outils extraordinaires qui ont été développés, c'est sûr. Est-ce qu'à terme, ça ne peut pas aussi changer la manière dont on voit les films? Parce qu'on avait évoqué ça. Est-ce qu'à terme, le futur Netflix, ça ne sera pas, non pas un film pour 1 million de personnes, mais 1 million de films pour chacun, en fait, qui seraient personnalisés selon les souhaits des gens, quoi. Vous allez taper... Sur le papier, la puissance de calcul que nécessite de faire une inférence, elle n'est pas énorme. Ça ne consomme pas énormément d'énergie et ce n'est pas énorme. C'est de faire les modèles qui demandent beaucoup d'énergie. Donc on pourrait effectivement imaginer que si tu regardes un film d'action, tu as donné tes photos à Netflix et le héros, il a ta gueule, ça fait marrer ton fils. Non, sans problème, bien sûr. Et même en étalonnage, etc., je suis même étonné qu'il n'y ait pas déjà des choses comme ça, sachant ce qu'on peut faire. Nous, à Maguff, on est une société moyenne, mais on n'a pas les moyens qui pour ça. Mais tu peux te retrouver en étalo ou mettre des petits modules simples d'IA, ou même l'âge, tu pourrais dire, là, je la fais un peu plus âgée, un peu plus jeune, ou un peu plus souriante. Tu vois, assez facilement. Je veux dire, c'est le genre de choses qui va arriver. Donc il y a plein d'outils différents qui permettent de manipuler plein de petites briques, des petites choses qui vont s'inscrire dans le pipe habituel de travail qu'on a actuellement. Et tout ça se met en place. Puis honnêtement, on a beau, moi, s'y intéresser, réfléchir, etc. Je pense que personne n'a la moindre idée de comment on fait du cinéma dans 5 ans. Là. Est-ce qu'on est full IA? Est-ce qu'on laisse tomber complètement? Est-ce que c'est le retour du vinyle? Je ne sais pas. Par contre, une chose est sûre, et ça vient du témoignage de Laszlo qui a fait ce film Porsche. Moi, il m'a confié que réaliser un film comme ça, dans ce contexte-là, ça change complètement la manière. On n'est plus du tout dans une progression linéaire. Écriture du scénario, tournage des plans, montage, étalonnage, etc., qu'on connaît depuis, on va dire, le début du cinéma, enfin presque. Là, tout se mélange dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il a une idée. L'idée de départ, c'était les gens qui tournent la tête et qui voient passer la voiture. Il s'est dit, ah bah tiens, très facilement, je peux changer de modèle de voiture, de Porsche, mettre une Porsche des années 60, une Porsche maintenant, etc. Et de fil en aiguille, comme ça. Et il a construit son film entièrement en faisant des allers-retours, puisque de toute façon, il pouvait générer ses plans de manière instantanée. Et c'est le fait de générer des plans qui lui donnait des idées et vice-versa. Donc cette espèce de construction est complètement délinéarisée. Est-ce que ça vous interpelle ou est-ce que... Voilà. Je lance aussi ce dernier thème. Et après, on va ouvrir, bien sûr, les questions à vous, parce que vous avez sûrement des questions. Moi, j'ai commencé avec l'image il y a 2 ans. Et donc, au tout début, je disais que je co-créais, que c'était un processus de co-création. Et là, j'en reviens un peu. Et maintenant, je dis que en fait, c'est un processus de curation. Et que en fait, l'IA me propose des choses, et je sais prompter, en fait, j'ai quand même une certaine maîtrise du prompt, mais ça reste quand même, la création, c'est l'IA qui le fait, et ensuite, moi, je vais choisir. Et donc, c'est ce déplacement, en fait, qui commence à me déranger, où je me dis que je suis d'une certaine façon dépossédée de mes savoir-faire, et que tout ça est rentré dans la machine. Et donc, je vois plus vraiment ça comme un processus de co-création. La création, c'est un truc aussi large. Je suis bien sûr que tu fais de la curation quand tu le fais, mais tu as l'idée originale, le truc vers lequel tu veux tendre. Après, c'est plus la génération qui est libérée sur la machine. Oui, tu fais de la curation et choisir, c'est créer. C'est pas exactement ça. En fait, quand je regardais l'interview, je l'ai relu, l'interview, et on voyait vraiment qu'il était parti d'une idée de départ, et puis après, il s'est laissé un peu mener par le modèle. Donc il y avait des choses qui fonctionnaient pas, il a choisi ce qui fonctionnait. Donc en fait, et puis il a écrit son scénario, mais il n'y avait pas, et ensuite il a laissé à ChatGPT le soin d'écrire les prompts.
Donc il y a une idée de départ, il y a une intention, mais après, il y a quand même beaucoup qui est donné petit à petit à la machine. Donc on lui donne une certaine partie, et puis après un peu plus. Donc c'est pas juste lui dire créer le plan que j'ai dessiné à la main, et faire, par exemple, ça serait du coup un image to image, donc comme ce dont on parlait. Donc là, il y a une vraie maîtrise. Là, on donne la maîtrise à l'outil de créer l'image, à la vidéo, et on donne aussi à ChatGPT le soin d'écrire cette image pour ensuite la rentrer dans une autre IA. Donc en fait, qu'est-ce qu'on donne un peu comme un réalisateur le ferait avec un décorateur, un coiffeur, etc. Il a son idée de base, il fait un truc, le décorateur va lui dire non mais c'est bien, mais je te propose autre chose, ça se trouve il sera complètement renversé, mais par des humains. C'est pour ça que moi il faut voir les IA comme un partenaire plus que comme autre chose d'autre. C'est vrai qu'en termes de position, mais en musique, on a vu ça un peu arriver très vite aussi, parce qu'il y avait beaucoup de banques de données, donc on pouvait très vite faire des modèles assez simples de faire un rock, faire une valse, etc. Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont positionnés comme des users et plus comme des créateurs. C'est-à-dire que c'est une position très différente. C'est-à-dire qu'ils attendent de quelque chose que ce soit fait par la machine, et eux, ils peuvent effectivement être en position de curation. Moi, c'est vrai que j'y arrive pas, en fait. Après, c'est des questions de possibilités aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment besoin d'avoir l'expérience de quelque chose. Une expérience concrète. C'est-à-dire que si je fais un film qui se passe, je ne sais pas, entre chien et loup dans une forêt, dans un endroit particulier, j'ai envie d'aller passer une semaine dans cet endroit et essayer de construire une expérience sensible qui va se connecter avec des émotions, qui va créer des souvenirs, mais bon, tout un truc de mémoire. Et je pense que cette chose-là, elle est beaucoup plus complexe, en fait. Et donc quand je vais me retrouver devant le film, je vais non seulement avoir le travail de chacun, mais aussi moi, ce corps d'émotions et de souvenirs, de mémoire qui a travaillé, transité quelques mois, et que je pense que c'est un processus tellement plus complexe et sensible pour l'instant, déjà, je pense que pour l'instant le résultat me semble meilleur, et deuxième chose, c'est que je trouve ça beaucoup plus intéressant personnellement comme expérience de travail, que demander à un moteur de fabriquer des choses assez finalement narratives ou illustratives, puisque je vais devoir utiliser des choses dans ma manière de lui demander quelque chose, un vocabulaire assez grossier, en fait, quelque part. Je pense qu'il est temps qu'on vous passe le micro. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Une petite question. Est-ce que vous pourriez, sur le panel, nous dire en une phrase ou deux comment fonctionne l'IA générative ? Je sais que je suis très bavard, mais une IA générative, c'est comme toutes les IA, globalement. Il faut avoir la notion de modèle. Donc déjà, on espèce d'une boîte noire, un modèle. Il se trouve que ce qui a changé ces derniers temps, c'est que c'est des modèles qui ressemblent à comment notre cerveau fonctionne, avec des réseaux de neurones. Bon, bref, ça, c'est la technologie, comment on fait. On a un modèle, et ce modèle, ce qu'on appelle du deep learning, il va apprendre statistiquement par tout seul à mettre des corrélations entre un dataset, c'est-à-dire plein de données qu'on va lui rentrer. Donc, bref, pour résumer, c'est un calcul statistique. Il y a un dataset qui rentre dans un modèle, qui va calculer des choses et qui est capable de nous sortir un résultat permanent. Pour faire simple au premier degré, on peut apprendre à l'intelligence artificielle des choses en étant supervisé. Par exemple, on va lui montrer des photos de chats, et on va lui dire là il y a un chat, là il n'y a pas de chat dans un truc. Plein de photos, quel que soit le chat, en dessin animé, en machin, en vrai, une moustache, un truc. Et on dit oui, non, oui, non, oui, non. Le modèle, ça c'est le dataset d'entraînement. Le modèle, il va trouver des règles, d'accord. Et après, une fois qu'il va trouver des relations, et après, quand on lui donne une photo quelconque, il sera capable de dire là-dedans il y a un chat, là-dedans il n'y a pas de chat. Même si c'est un bout de chat qui dépasse, qu'il n'a jamais eu dans son dataset au départ, il a trouvé une cohérence, une logique, une forme d'intelligence, quel que soit le truc, même si c'est un truc qui n'a rien à voir. Et c'est là où c'est la magie. Dernier point, au sein de ce dataset, les fameuses données, le modèle qui est fait, il est complètement opaque. On ne sait pas comment les réseaux de neurones numériques ont réussi à trouver la solution et de le faire. On ne sait pas le remonter. Ce n'est pas algorithmique au sens de l'intelligence artificielle à la papa de départ, où on va donner toutes les données. On ne sait pas vraiment comment ce résultat a fonctionné, mais on sait qu'il marche. Et ce qu'on teste, c'est à quel point il hallucine. Et donc le modèle peut aussi souvent halluciner, dire n'importe quoi, mais
ni plus ni moins qu'un cerveau humain. Oui, est-ce que ça pose pas aussi la question de, au bout d'un moment, il y aura peut-être plus d'idées humaines et que les datasets vont être créés par eux-mêmes? Je vois pas pourquoi il y aurait plus dans la création, dans la fabrication. Ce que ça pose la question, sans vouloir faire passer pour un fada, c'est que la complexité aidant, j'ai moi tendance à penser que c'est la complexité qui crée la subtilité et l'intelligence, on va se retrouver face à des AGI, donc des intelligences artificielles très rapidement générales, qui vont effectivement dépasser notre entendement. Et sans vouloir lancer un autre sujet, je ne doute pas que d'ici moins d'une dizaine d'années, va émerger une nouvelle forme de conscience, forcément. Il semblerait aussi que les modèles qui soient entraînés à partir d'images générées par intelligence artificielle finissent par sortir des images qui ne ressemblent à rien. Oui, il y a un effet Larsen un peu, Nicolas, qui se passe. Effectivement, la question, c'est, pour moi, c'est... j'ai l'impression qu'on a encore... ces systèmes ont encore beaucoup de mal avec la réalité. Et puis ils sont effectivement un petit peu ennuyeux, mais après, ça va très très vite. Je sais pas, il y a 2 ans, je me rappelle, on était allé voir l'IRCAM et on parlait de démixage, c'est-à-dire la capacité de redémixer des sons ensemble. Et on nous avait dit, il faudra attendre 20 ans. Voilà. Donc, et c'est fait déjà, et avec 18 ans d'avance, et puis ça évolue extrêmement. Après, oui, il y a l'aspect aussi sémantique, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas de sémantique dans les AI. Hein, donc ça, c'est un autre truc. Le jour où on va commencer à peut-être mettre un peu de sémantique dedans, ce sera là. Moi, j'attends ce moment-là pour voir qu'est-ce qui va se passer. Une autre question. On parle beaucoup d'IA pour générer des images et un peu créer à notre place avec des phrases, mais je trouve qu'on ne parle pas beaucoup de l'IA pour créer des outils pour nous. Et par exemple, avec ChatGPT, on est déjà capable de lui demander de nous créer des plugins. Et du coup, je voulais savoir déjà qu'est-ce que vous pensez de ce genre de choses. Est-ce que vous l'avez déjà expérimenté, etc. Et pourquoi on n'en parle pas, pourquoi on en parle si peu? Là, aujourd'hui, on est déjà capable de se dire, voilà, j'aime ce plugin-là. Et par exemple, il fonctionne qu'en stéréo sur Pro Tools. J'aimerais bien le faire en Atmos et qu'il fonctionne comme ça ou comme si en Atmos. Et moi, je trouve ça beaucoup plus excitant que... Ok, le film en IA, c'est trop cool. À chaque fois, on est en mode waouh, c'est fou, c'est des ordinateurs qui font ça. Mais pouvoir créer des outils qui vont améliorer notre créativité, je trouve ça beaucoup plus excitant. Mais pourtant, voilà, j'ai l'impression qu'on ne se concentre pas beaucoup sur ça. Et ça, c'est un outil. Alors effectivement, ça change. Moi, je vois les gens qui font de la programmation avec qui je travaille. Maintenant, ils demandent vachement à ChatGPT de leur faire des lignes de code ou des choses comme ça pour aller beaucoup plus vite. Donc c'est vrai que, mais ça aussi, mes enfants à l'école, c'est pareil. Enfin, je veux dire, on est tous en train d'utiliser ça effectivement de manière indirecte. Je pense que ça fait. Mais l'IA touche de toute façon absolument tout, quoi. Tous les cœurs de métier, tous les trucs, les développements, etc. C'est plus ou moins fiable et tout ce qu'on dit là sur l'image est à peu près valable pour tout. Hein. C'est parce que c'est la course des modèles en ce moment. Donc c'est la bataille entre la Chine, les États-Unis, qui sortira le modèle le plus puissant. Et donc ils se basent tous sur la même façon de générer des vidéos et des images. Et donc une fois qu'il y aura un gagnant, que quelqu'un sera sorti de la bagarre, je pense qu'on aura plus de petits outils. Mais c'est vrai qu'il s'adresse à un public très très large et c'est pour dominer un marché. C'est ça qui est en train de se passer. Et il y a des outils, par exemple, même des grandes plateformes comme Runway, qui vont proposer plein de petits outils qui vont vous permettre de travailler d'une façon beaucoup plus fine vos images ou vos vidéos. Mais c'est vrai que là, ce n'est pas le but aujourd'hui. Le but, c'est de dominer un marché. J'ai une question juridique. Concernant, vous avez évoqué la nouvelle du bureau des copyrights, du bureau de droit d'auteur américain. Moi, j'ai pas très bien compris la partie justifier la créativité artistique, la part de créativité artistique dans l'œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que ça va pas être du cas par cas? Et juste, pardon, finissez. Je vous réponds. Pardon, désolé. J'avais juste une deuxième question aussi, c'est où on en était en Europe et en France vis-à-vis de ça. Alors, pour la première question, en fait, les systèmes, quand je dis les systèmes, le droit d'auteur, qu'il soit français, européen ou étranger, part du principe que donc on peut protéger une œuvre littéraire et artistique si on peut démontrer une créativité humaine, c'est-à-dire une paternité humaine, que l'œuvre porte, comme on dit en France, l'empreinte de son auteur, sa patte. Hein. Donc c'était
une des raisons pour lesquelles ce bureau américain, comme d'autres on va dire, décisions qui ont pu fleurir en Chine ou en Europe, donc, ont décidé qu'on ne pouvait pas initialement reconnaître une protection par le droit d'auteur à des contenus qui ont été générés par une machine, parce que la machine n'est pas humaine. Là où aujourd'hui le bureau du copyright évolue, c'était la discussion que vous aviez il y a 5 minutes qui était très intéressante sur soit l'expérience ressentie, soit le côté je donne des instructions à la machine, elle me renvoie quelque chose. Ça, c'est vraiment ce que le bureau du copyright aujourd'hui dit. Il explique, enfin dans son rapport qui est assez long, il explique que, en tout cas, à partir du moment où c'est la machine qui a le contrôle sur l'homme, il considère qu'il n'y a pas de création. Que l'inverse, si c'est l'homme qui contrôle, pour lui, il y a une création. Donc ça, c'est en tout cas la position américaine. C'est certainement une position un peu similaire qui serait adoptée en France, puisque dans le droit d'auteur français, on considère que pour être protégé, il faut qu'on démontre une originalité. Et l'originalité, c'est ce que je disais, c'est l'empreinte de son auteur, la créativité. On a en France, à l'heure actuelle, une remise en question de la protection par le droit d'auteur des photographies. Et on peut faire une analogie pour tout ce qui est intelligence artificielle générative. Merci, au revoir Rodolphe. Non. Où en fait, on a reconnu au fil du temps une protection au titre du droit d'auteur de photographie, et depuis quelques années, les juridictions françaises viennent régulièrement refuser de reconnaître une protection à une photo. Par exemple, une photo en portrait, on ne va pas considérer que c'est original, alors que pour autant, il y a certainement un parti pris esthétique, un choix créatif de son créateur, mais il y a une discussion, il y a un débat. Donc voilà, tout est ouvert. Et pour revenir sur votre deuxième question qui était où est-ce qu'on en est, alors en Europe ou en France. Alors en France, on n'a pas de procès, en tout cas à ma connaissance, à ce jour qui soit, on va dire, assez intéressant. On a quand même les sociétés de gestion collective des auteurs qui se sont emparées des sujets d'IA dans le but de protéger les auteurs. La position actuelle, c'est de considérer que, en tout cas pour appliquer en tout cas le droit européen, on va considérer que, puisque ce qu'on n'a pas trop vu là à l'occasion de notre séance, mais les données en tout cas, elles sont, en fait, ce sont des petits robots qui viennent les chercher. Donc ces données qui sont présentes sur Internet, c'est l'aspiration de vos photos, de vos vidéos. Donc les sociétés de gestion collective françaises, elles sont parties du principe qu'il fallait en tout cas manifester ce qu'on appelle un opt-out, c'est-à-dire par défaut un refus d'utiliser ces données. Ça, c'est la position, en tout cas, qui est adoptée jusqu'à présent. On verra si ça va évoluer ou pas. Et la deuxième position, qui est, on va dire, raccord avec le droit européen, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'en fait, quand on utilise un outil donc AI, que le résultat, le contenu qui sera généré, on va devoir indiquer en transparence qu'il a été conçu, fabriqué, réalisé grâce à un outil d'intelligence artificielle. Ça, c'est la prochaine étape. Après, on est en discussion. Il y a évidemment des rapports qui sont rendus régulièrement. C'est là aussi la course, on va dire, et des informations tous les jours. Mais la question qui va venir ensuite, c'est comment on va rémunérer les auteurs. Donc là, on est encore loin, mais voilà, ça, c'est une des futures questions qui va se poser. Bonjour, j'avais une question sur les jeunes, comme on est pas mal dans la salle. Est-ce que le fait qu'on puisse utiliser des intelligences artificielles pour faire des tâches un peu plus faciles ou qui demandent moins d'expérience ne crée pas un risque qu'il y ait moins d'entrée des jeunes dans l'emploi, puisqu'on on aurait pris des intelligences artificielles à la place pour gagner du temps ou de l'argent, etc. La vraie difficulté, c'est que quand on est utilisateur,
expérimenté au sens ayant un certain nombre d'années d'expérience professionnelle, c'est vrai qu'on va être avec ces outils plus en mesure de s'apercevoir si la réponse est incorrecte ou il faut la corriger, la rectifier. Et je pense que la vraie question, c'est pour des gens qui sont jeunes, qui ont encore besoin de se former, d'avoir de l'expérience. Effectivement, le savoir, l'expertise, ils l'auront peut-être différemment, enfin certainement différemment, mais peut-être ça va être effectivement un frein ou une difficulté pour leur entrée sur un marché professionnel. Et pardon, juste 2 secondes. C'était pour dire aussi que j'ai aussi vu des personnes toutes jeunes qui débutaient et qui avaient un regard incroyable et que je trouvais vachement plus pertinent que des DA qui avaient 50 ans. Donc aussi, il y a ça, des regards complètement fous et une capacité à s'exprimer à travers ces outils. Donc ça peut être aussi... Mais pas pour des petits postes, alors pour aller tout en haut de l'échelle directement. C'est une transformation un peu globale aussi de nos métiers. On peut être sûr que les outils vont être utilisés de la pire manière possible par plein de boîtes qui se débarrassent déjà de plein de créatifs pour les remplacer par 2 stagiaires avec l'IA, c'est sûr. Maintenant, voilà, il va falloir imaginer des nouveaux métiers, en fait, des métiers qui font le pont avec ce qu'il y avait et ce qu'il y aura en utilisant les nouvelles technologies. Moi j'ai l'impression que pour l'instant, après ça évolue tellement vite que pour tout ce qui est imité, c'est-à-dire vraiment imiter en doublage par exemple, faire des doublages de séries automatiques, de séries, etc., de produits assez on va dire bas de gamme, ça effectivement les gens pour les shitty jobs c'est compliqué. Après pour les endroits où il y a plus de création, on est plus protégé, mais à un moment donné, il y a un certain nombre... Enfin, on ne peut pas être tous non plus créatifs. Donc, je veux dire, avoir des postes de création non plus. Donc, il y a un moment donné, effectivement, ça va poser problème. Mais c'est vrai que tant qu'on est en haut, on va dire, de la direction artistique ou des choix, c'est plus facile. Après, les gens qui produisent des images, quoi, vraiment dans l'idée de production productiviste, quoi, ça, c'est sûr que pour eux, ça va être compliqué. En tout cas, ça pose la question de l'information, parce qu'il y a aussi cette espèce de vertige qui fait qu'on se forme à l'IA. Enfin, moi, là, par exemple, j'ai passé 2 mois à vraiment observer tout pour la table ronde, et je sais que si je ne continue pas, dans 15 jours, je serai complètement largué, quoi. Demain, pardon. Demain. Et ça, c'est sans doute très inquiétant pour les jeunes qui se disent comment apprendre, enfin, comment s'y mettre, non ? Il n'y a pas... C'est un peu étrangement l'inverse, c'est que moi je trouve que les élèves qui sortent maintenant pour moi de l'Lumière ou de la FEMIS ou de l'INSAS sont beaucoup plus forts parce qu'ils ont une capacité à intégrer la technologie beaucoup plus rapidement et du coup ils parlent d'autres choses beaucoup plus rapidement. Donc en termes en tout cas de niveau des jeunes moi que je vois, le niveau me paraît avoir extrêmement évolué dans le bon sens. Ouais, du coup c'est intéressant parce que c'est des skills qui s'équilibrent. Les jeunes ont plus de capacité à rebondir, ont plus de vitesse à s'approprier ces outils. Et à côté, il y a des personnes qui sont plus âgées. Et je trouve qu'elles mettent un peu plus de temps à se les approprier, mais qui ont vraiment cette vision qui leur permet de la communiquer et puis d'être hyper pertinents dans leur travail. Donc du coup, c'est l'expérience et du coup, ça s'équilibre au final. Ouais. Alors, oui. Ouais, pardon. Oui, en fait, je voulais parler plus du domaine de la fiction avec les comédiens réels et le rapport des comédiens réels en fait aux spectateurs et inversement, les spectateurs, le rapport qu'ils ont aux comédiens réels. Et c'est vrai qu'on commence à s'inquiéter, on se dit ouais, bientôt on va peut-être avoir des personnages, enfin des comédiens entièrement en AI. On va scanner les comédiens, on va les faire jouer, on va leur faire un... Bref. Moi, personnellement, j'ai un peu de mal à croire à ça. Autant je crois tout à fait à l'évolution de la technologie. En revanche, le rapport des spectateurs avec le vrai humain, c'est-à-dire le fait qu'un spectateur voit un film tourner, le fait même de savoir que les comédiens étaient réels, je pense que déjà, ça inscrit une relation différente aux films qu'ils sont en train de voir. Il y a un spectateur qui voit un film en sachant qu'il est entièrement généré de façon artificielle, ne va pas avoir le même rapport qu'en sachant qu'il est interprété par des vrais comédiens.
Et ça, c'est une question qu'on n'aborde jamais, enfin, ou très peu, et je pense que c'est assez important. Et quand on voit quand même le phénomène d'admiration, enfin le culte que vous, certains spectateurs, à leurs comédiens préférés, ça, c'est quand même un phénomène très fort. C'est un phénomène qui existe depuis l'Antiquité. Donc je ne vois pas pourquoi du jour au lendemain ça disparaîtrait. Je ne vois pas comment le fan système pourrait disparaître, parce qu'en fait l'humain, il reste humain, c'est-à-dire il reste lié quand même à une connexion humaine. Donc moi je crois beaucoup en l'évolution de la technologie, mais sur cette question-là, je pense que ça va subsister. Et c'est vrai que voilà, on voit la musique, maintenant on génère beaucoup de musique en AI, ça, machin, on peut imaginer des artistes en AI. En attendant, il y a toujours des gens pour aller au concert, et beaucoup de jeunes aussi qui vont à des concerts, et qui vouent vraiment un culte à leur artiste préféré. Donc voilà, il faut quand même se poser la question de ça. D'autre part, je pense qu'on sera... Enfin, moi, je sais que je suis directeur de la photo, donc mon travail, c'est de filmer les comédiens. Et je suis donc très attentif et premier spectateur du jeu des comédiens quand on tourne un film. Et je peux vous assurer qu'un bon comédien, quand il va commencer à donner de la nuance dans son interprétation, il va surprendre tout le monde. Donc en AI, on va pouvoir prompter effectivement certaines émotions, certaines mimiques, mais en attendant, c'est nier tout ce que peut apporter un comédien, c'est-à-dire sa capacité de création sur le plateau. Et les accidents qui se produisent sur les plateaux, quand on tourne une scène, quand on va faire 10 prises avec un comédien ou une comédienne, je veux dire, d'un seul coup, il y en a une qui sera largement supérieure à l'autre. Et je peux vous assurer que la différence, elle est infime. Et ça, c'est vraiment... voilà, l'AI, je pense qu'on est très très loin de ça. Voilà, je voulais juste exprimer ce point de vue. Je crois qu'on prend conscience quand même de ça, de ce que vous dites, parce que, par exemple, les labels création humaine, c'est une question d'actualité dont on s'est déjà emparé pour effectivement attirer l'attention du spectateur, en tout cas, ou de l'audience, ou de la personne qui voit un contenu, que celui-ci a été réalisé par des humains. Donc je pense que, pour revenir à ce que vous disiez, on s'empare quand même de cette question, parce qu'effectivement, outre tout ce qu'elle peut générer comme débat juridique ou éthique, il y a l'expérience, le ressenti, la finesse que l'on n'a pas. Mais l'idée, c'est aussi d'attirer l'attention, de faire une différence entre ce qui est créé, on va dire, exclusivement par l'humain et ce qui ne l'est pas. Alors, pour le moment, en ayant beaucoup regardé de contenu AI, et je dis contenu parce que c'est pas forcément des films, je suis entièrement d'accord avec vous. J'attends encore, moi, d'être ému par un film en AI. Je ne pense pas que ça arrive tout de suite. Et les comédiens, je crois que ça sera une des dernières choses à être remplacées si ça l'est un jour. Le cinéma, enfin l'art, ça va continuer d'exister. Voilà. Mais le contenu, ça va prendre un autre chemin. Tout à l'heure, avec Rodolphe, on parlait de l'Uncanny Valley. Je pense qu'on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que plus on va se rapprocher, plus on va s'éloigner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va... Et alors, moi, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, là, on avait fait justement les tests où on a pris... Donc, les acteurs sont filmés. C'était... Charles Gainsbourg, Vicky Krieps, et on a fait les modèles des voix, et pour faire des essais, on s'est amusé à échanger les... Donc il y a la gestuelle, il y a la prosodie, il y a tout, et ben même quand on change la texture, il y a un moment donné, on se désintéresse. Et donc là, il y a, on va dire, 95% de l'intégrité du personnage qui est là. Il y a juste une petite partie qui est changée, et ben tout d'un coup, il y a un phénomène d'ennui. Donc c'est plutôt, enfin ça va plutôt dans le bon sens. Moi, je suis très content de ça, en fait. Aussi. Là, tu parles du film de Philippe Parreno. Je parle du film de Philippe Parreno, où l'idée, c'était effectivement, on revient finalement à la manière dont on avait fait sur un vieux film à lui, recréer la voix de Marilyn Monroe. C'est-à-dire que moi, je considère toujours que au maximum on avance dans le réel, au mieux on est. Tout ça, tout ce qu'on peut avancer dans le réel, c'est toujours à prendre. Enfin voilà, il faut prendre au maximum ça. Et après, utiliser éventuellement ces outils pour des petites retouches, des petites choses, des petites... Voilà. Mais à chaque fois que les rendus, pour moi, ont été intéressants, c'est quand le process ne dit pas « Ah, les AI, ça va nous le faire », mais comment on peut, nous, avancer au maximum avec toutes les autres techniques qu'on connaît, et après utiliser les AI comme un petit complément. Ouais. Moi, je trouve ça super intéressant parce que c'est l'interaction homme-machine. Et là, on est plutôt dans une interaction où l'IA cannibalise notre travail.
Et on pourrait imaginer un autre type d'interaction où justement l'IA va permettre à un comédien de mieux de jouer, de développer son jeu, mais pas de le remplacer. Donc c'est peut-être vers là qu'on pourrait aller plutôt. Pour ça, c'est sûr. C'est-à-dire que moi, pour ceux qui sont intéressés, il y a vous pouvez aller voir sur ce site qui s'appelle bronze.ai. Et c'est Lex, un type avec qui je travaille. Il a beaucoup fait justement des variations. Vous pouvez écouter une chanson et toutes les multiplicités de la chanson. Et à chaque fois, ça a été construit avec les auteurs. Et ça a permis aux auteurs des chansons de comprendre en fait, des systèmes d'association d'idées ou des manières de penser qu'ils avaient mésestimées parce que justement, on a souvent une mauvaise connaissance de nous-mêmes. Et donc, c'est dans ce sens-là, ça c'est extrêmement intéressant. Après, il y a un autre problème qui se pose, c'est l'accès à ça, c'est-à-dire l'inégalité de l'accès à ce genre d'outils. Voilà. Mais en tout cas, moi, je trouve ça plus intéressant, ça. Et l'empreinte écologique aussi. Oui, on n'a pas parlé de ça, bien sûr, mais on ne peut pas non plus tout aborder. En tout cas, on vous invite à continuer à vous tenir au courant de la chose, à mon avis. Et puis voilà, puis on essaie de se retrouver l'année prochaine si on est encore là. Merci.